Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des recherches avant de choisir un nouveau téléphone? Si on tape meilleur smartphone du moment sur Google, tous les premiers résultats nous dirigent vers de grands médias qui recommandent en boucle les iPhones, Samsung et autres ultra haut de gamme à plus de 1000 € évidemment. Pire encore, si on cherche un peu plus loin, on trouve des tonnes de sites obscurs qui ne font que vous étaler la fiche technique de chaque appareil, en vantant les immenses qualités de chacun, faisant passer un téléphone claqué au sol à moins de 100 € pour le dernier iPhone ultra haut de gamme. Et sur YouTube alors, on peut avoir plus confiance, non? Malheureusement, dans le milieu de la tech, c'est très peu souvent le cas. La plupart des youtubeurs tech professionnels basent leur stratégie de contenu sur l'actualité, les nouveaux produits ou les rumeurs sur les produits à venir. Et ça pose un sérieux problème d'indépendance et de conflit d'intérêt. En effet, lorsqu'une marque vous propose d'essayer en avant-première le futur nouveau téléphone dernier cri, bonne chance pour le critiquer sans vous faire taper dessus. Ça nous donne donc des tests au mieux soit un peu trop complaisants avec les défauts de l'appareil, soit au pire carrément une vitrine marketing sans aucune objectivité. Et moi, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de remettre les besoins de chaque personne au centre du sujet, de se détacher au maximum des effets du marketing et surtout rester libre et indépendant des marques pour vous conseiller ce que j'estime être les produits les plus intéressants du marché. Aujourd'hui donc je vous propose une mise à jour de ma vidéo que j'ai sortie en 2022 qui vous avait énormément plu, avec ma nouvelle sélection des meilleurs smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix possible en ce début d'année 2024. Et vraiment j'insiste bien sur cette notion de rapport qualité-prix. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quel est le meilleur entre le Samsung S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max, vous pouvez quitter tout de suite. Oui, ce sont les tout meilleurs sur quasiment tous les points, mais si on rapporte ça au prix, ce ne sont pas de bonnes affaires. La plupart des personnes qui achètent ces smartphones n'utiliseront qu'à un quart de leur potentiel tellement ce sont des monstres de puissance et de technologie. Après, si vous avez le budget et le besoin, oui, ce sont de très bons produits et vous ne pourrez pas vous louper en choisissant cela. Mais pour un utilisateur lambda avec des besoins classiques, ce n'est vraiment pas malin d'aller vers ceci. Je vais donc vous partager ce que je considère être un bon rapport qualité-prix. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous vous rappelez peut-être que j'avais en tête 3 grands critères pour ma sélection. Une très bonne autonomie et ou une recharge rapide, un écran confortable et une bonne durabilité, indice de protection, réparabilité et mise à jour. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'était plus une projection de mes propres critères et surtout de mes usages de l'époque. Car aujourd'hui, mon utilisation de mon smartphone a beaucoup évolué et j'ai mis un peu de nuance dans ces 3 fondamentaux. Le seul pour lequel j'ai gardé une forte exigence, c'est sur la batterie et la recharge. Si vous avez un super smartphone sur tous les points mais vous devez le recharger toutes les 8 heures, il vous servira absolument à rien. J'attends donc qu'un téléphone tienne sans problème une journée entière en utilisation intensive. En dessous, c'est éliminatoire. S'il tient encore plus longtemps, c'est mieux évidemment, car plus votre batterie tiendra longtemps à neuf, plus celle-ci vous durera dans le temps avant que sa capacité maximale devienne trop courte pour vous. En ce qui concerne la recharge, je suis toujours pas un adepte de la recharge ultra rapide, car je dépasse rarement les 85% de batterie et que désormais j'ai souvent l'occasion de recharger pendant la journée, notamment lors de mes déplacements pour aller au travail, à l'aller comme au retour. Donc sur ce point-là, la recharge rapide c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable pour autant. Mais de toute façon, que ce soit la batterie ou le reste des critères, au final ça va dépendre vraiment de vos usages et surtout de vos habitudes. Disons par exemple que vous prenez souvent des photos et donc vous voulez un téléphone qui soit bon sur cet aspect-là. Jusque-là, logique. Ça, c'est l'usage que vous voulez faire de votre tel. Mais si on s'arrête juste là, on n'a que la moitié de l'information. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre en photo. Les paysages, votre groupe d'amis, votre chat, vous-même en selfie. En fonction de vos habitudes en photo, on va pouvoir être bien plus précis sur le choix final du modèle. Pour votre chat et vos amis, un bon capteur principal ça suffira et c'est largement répandu aujourd'hui sur toutes les gammes de prix. Si vous êtes plutôt paysage, on va aussi privilégier le capteur principal, mais aussi un ultra grand angle pour avoir un peu plus de polyvalence, notamment si vous faites de la photo urbaine par exemple. Et si votre truc c'est les sujets au loin ou les animaux en extérieur par exemple, un téléobjectif optique sera un indispensable pour des photos nettes, même de loin. Donc vous voyez qu'avec cet exemple, vous devez comprendre qu'identifier les besoins, ce n'est pas juste une affaire de caractéristiques techniques. Ça prend aussi en compte qui vous êtes et pour quels usages précis vous recherchez un téléphone. Donc dans ce guide d'achat, je vais essayer de mettre de côté le plus possible mes préférences personnelles pour ne pas ignorer les modèles qui ne me conviendraient pas mais qui pourraient vous aller parfaitement. Ma notion du rapport qualité-prix va donc s'articuler essentiellement sur la phrase avoir le maximum possible pour le moins cher possible. C'est ensuite votre responsabilité de vous identifier ou non à chacun de ces modèles pour savoir s'il convient ou non à vos usages et vos habitudes d'utilisation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous y aider à chaque fois en vous précisant pour quel type d'usage et de personnes je recommanderai chacun de ces produits. Il y en aura pour tous les grands types d'usages et à peu près tous les budgets et je ne prendrai pas forcément en compte les critères ultra spécifiques comme le nombre d'images par seconde dans les jeux vidéo, la présence de port jack, les emplacements double SIM ou l'absence d'accessoires dans la boîte comme les chargeurs ou des écouteurs. Donc pensez bien à vérifier ce genre de choses avant de passer commande. Et si après cette vidéo vous savez toujours pas quoi choisir, vous pouvez toujours poser votre question dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Mais si aussi vous voyez d'autres personnes qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, c'est tout l'intérêt d'une communauté. Dernier point avant de commencer, le guide en lui-même est toujours par souci de transparence. Les liens pour les produits que je vous mettrai en description sont des liens
affilié, c'est-à-dire que je toucherai une petite commission à chaque achat sans que cela ne vous coûte un seul centime de plus. Donc vraiment, si vous souhaitez me soutenir pour mon travail et me remercier pour celui-là, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Allez, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir enfin commencer ce classement des smartphones au meilleur rapport qualité-prix possible en ce début d'année 2024, en allant crescendo du plus en plus intéressant. On commence par le numéro 5 de ce classement et on va tout de suite attaquer par le smartphone le plus cher de la sélection, mais qui est certainement le plus abordable de tous les ultra haut de gamme, le Google Pixel 8 Pro. Et je vais pouvoir vous en parler en détail parce que c'est celui que je teste en ce moment même et avec lequel je me filme actuellement. Le principal intérêt de ce smartphone est bien entendu son appareil photo et vidéo qui sont parmi les plus impressionnants de tout le marché, le tout à un tarif bien inférieur à ses concurrents directs sur ce critère. Si on connaissait Google pour son traitement algorithmique de ses photos, ils ont mis la barre un cran plus haut aussi sur le matériel. On a désormais 3 capteurs qui ont quasiment le même nombre de mégapixels, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x5 de 48 mégas et le petit nouveau, l'ultra grand angle de 48 mégapixels lui aussi. Concrètement, cela veut dire qu'on va avoir une cohérence assez rare entre les clichés pris avec les différents capteurs, que ce soit au niveau de la lumière capturée ou du niveau de détail. Habituellement, on a toujours un capteur principal de 48, 64 voire 100, 200 mégapixels, mais les capteurs secondaires sont souvent bien moins définis, à souvent une dizaine de mégapixels. Ce n'est pas forcément un mal en soi, mais sur la grande majorité des modèles du marché, ça nous donne des clichés souvent très différents selon le type d'objectif utilisé. Aussi, pour les photographes un petit peu connaisseurs comme moi, on note enfin l'arrivée d'un mode pro, pour la première fois depuis que la gamme Pro existe, afin de passer en mode manuel pour la prise de photos, ce qui nous permet de toucher aux ISO, à la vitesse d'obturation, au focus manuel, etc. Tout plein de choses qui nous permettront d'affiner plus précisément le rendu de nos photos à la prise de vue si le mode automatique ne rend pas comme vous le souhaitez. Et enfin, son troisième gros atout lié à la photo et à la vidéo, c'est la multitude de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Je pense à Meilleure Prise qui vous permet de modifier les visages lors des photos de groupe pour choisir la meilleure expression du visage de chaque personne, la gomme magique pour supprimer des éléments indésirables de vos clichés, le Magic Editor pour déplacer ou modifier la taille des éléments dans vos photos. Bref, je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais il y a énormément de game changers, donc beaucoup de choses qui n'existent que chez Google pour le moment. Et il y en a encore plus de prévus dans les prochains mois, car Google a instauré ce qu'ils appellent les Pixel Features Drop, qui viennent régulièrement ajouter de nouvelles fonctionnalités en exclu pour les appareils Pixel. D'ailleurs, en parlant de nouveautés logicielles, Google a aussi fait très fort avec leur nouvelle gamme, puisqu'ils ont été les tout premiers à annoncer que la série des Pixel 8 allait supporter 7 ans de mise à jour logicielle d'Android et de sécurité, une première dans le monde, juste avant que Samsung ne leur emboîte le pas avec les S24. Mais du coup, cela renforce d'autant plus le rapport qualité-prix des smartphones de Google, car que vous le gardiez pendant plusieurs années ou que vous décidiez de le revendre plus tard, il ne sera pas obsolète aussi rapidement que tous les précédents modèles. Enfin, mon gros coup de cœur sur ce téléphone, c'est son écran. On retrouve une diagonale de 6,7 pouces, ce qui est très grand, et je n'aime pas tellement ça dans l'absolu, mais le téléphone au global est quasiment de la même taille que mon fidèle Samsung A53 et son écran de 6,5 pouces, donc c'est plus confortable à l'usage sans être plus grand dans la poche. J'apprécie aussi beaucoup sa lisibilité en plein soleil, mesurée environ 1700 nits par des tests indépendants, qui cassent tous les gros reflets que je rencontre. On a aussi un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui le rend souple en toutes circonstances, d'autant plus avec la merveille de fluidité qu'est l'OS de Google. Après, tout n'est pas complètement rose chez le Pixel 8 Pro car on note deux petites faiblesses, pas graves en soi, mais qui peuvent être rédhibitoires pour certaines personnes. La première, c'est son autonomie, qui n'est pas mauvaise car vous tiendrez facilement une journée même en utilisation assez intensive, mais vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin avec lui si vous avez des usages gourmands sur de longues sessions. Et la recharge ne le rattrape pas non plus car on est limité à du 30 watts, ce qui permet de retrouver les 80 premiers pourcents en moins de 50 minutes, et un peu moins d'1h30 pour du 100%. Là encore, c'est pas handicapant, mais c'est pas une force non plus. La deuxième faiblesse vous concernera uniquement si vous jouez à des jeux vidéo gourmands, car les performances sont aussi un peu à la traîne sur le gaming, car vous ne pourrez clairement pas jouer en permanence au maximum du framerate et des graphismes en même temps sur les jeux les plus gourmands. Donc si vous êtes un gros gamer mobile, ce n'est clairement pas le téléphone pour vous, mais si vous ne jouez pas plus que ça, il sera parfaitement fluide dans le multitâche et les autres usages du quotidien. Donc en résumé, on a là le smartphone idéal pour les grands amateurs de photos et de vidéos, qui regardent du contenu vidéo ou en streaming sur son superbe écran, et ou qui veulent être à la pointe de la technologie en ce qui concerne toutes les fonctionnalités liées à l'IA, que ce soit parmi celles qui sont déjà dans le téléphone ou qui viendront dans les futures mises à jour. En revanche, je le déconseillerais fortement aux gamers, aux personnes qui ont un usage intensif et permanent de leur téléphone, et aux personnes qui auraient besoin de rester régulièrement plus d'une journée et demie loin d'une
prise de courant pour le recharger. Niveau tarif, on commence à 879 € pour le modèle 128 Go et 1009 € pour le 256 Go. Ça pique un peu, mais ça le positionne nettement en dessous de ses concurrents directs en photo que sont le Samsung S24 Ultra à 1469 € et l'iPhone 15 Pro Max à 1419 €, les deux en version 256 Go eux aussi. D'ailleurs, petit ajout de dernière minute si jamais vous souhaitez une alternative, si les grosses fonctionnalités IA vous intéressent pas tant que ça, que vous souhaitez garder une très bonne qualité photo, mais qui compense toutes les autres faiblesses de ce Pixel 8 Pro, je vous conseillerais le Honor Magic 5 Pro, qui se vendait jusque-là à plus de 1000 €, mais qui est désormais passé à 899 € avec 512 Go de stockage, c'est juste dingue. Vous avez un capteur téléobjectif x 3,5 pour la photo, un processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui sera suffisamment puissant pour faire tourner vos jeux à fond, mais aussi très efficace énergétiquement, car vous pourrez facilement tenir plus de 2 jours en usage classique, voire même un troisième si vous êtes un peu plus light. Et en plus de ça, vous avez une recharge à 66 watts avec le chargeur fourni dans la boîte, c'est assez rare pour le souligner, ce qui vous permettra de recharger à 80% en à peine 35 minutes et 100% en une cinquantaine, c'est tout simplement excellent. Donc si vous voulez un très bon photophone sans aucun compromis sur le reste, sauf sur l'IA, alors foncez sur le Honor Magic 5 Pro, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix parmi les smartphones haut de gamme. Et je suis vraiment dégoûté d'avoir pris le Pixel 8 Pro comme smartphone de test, j'aurais vraiment aimé avoir celui-là dans les mains, c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant. Si je vous disais que vous pouviez avoir un téléphone Apple neuf à moins de 650 € et pourtant avoir un téléphone ultra complet avec aucun gros point faible, même par rapport à des modèles de 2024, eh bien c'est possible avec l'iPhone 13. Cette 13e génération d'iPhone a marqué pour moi un vrai tournant dans ma perception des téléphones d'Apple, en proposant enfin des modèles sans aucun gros compromis rédhibitoire. J'ai eu l'occasion d'essayer pendant 15 jours un iPhone 13 mini et je me suis surpris à adorer ce modèle, tant pour ma première fois chez iOS que par le format ultra compact. Sa seule petite fausse note était son autonomie qui me permettait de finir ma journée jamais plus, mais en même temps avec une batterie 2 fois moins grosse que la plupart des téléphones, c'est déjà un bon résultat qu'on ne peut pas lui reprocher. Alors l'iPhone 13 c'est juste le même avec un écran de 6,1 pouces, ce qui est bien plus confortable que le mini, mais qui le classe toujours parmi des téléphones compacts aujourd'hui. Certes, il n'a un taux de rafraîchissement que de 60 Hz, ce qui est une petite hérésie par rapport au tarif de lancement, mais franchement, avec la fluidité de iOS et même si je suis un habitué du 120 Hz sur mon téléphone actuel, eh bien je m'y suis complètement habitué. On a aussi une très bonne luminosité maximale avec une pointe à 1200 nits en contenu HDR, donc pas de problème pour l'extérieur. Et qui dit plus grand écran dit plus grande taille et donc plus grande batterie. Ainsi, l'iPhone 13 est reconnu pour être un monstre d'endurance avec une batterie 34% plus grosse que le mini à 3227 mAh, mais qui reste bien plus petite que la plupart des smartphones actuels. On a donc largement le droit à notre journée intensive d'autonomie, il encaisse facilement 1 jour et demi en usage classique et même 2 jours pour les plus sobres. De même, la partie photo est extrêmement qualitative. Je vous mets à l'écran pour exemple quelques photos que j'ai prises en vacances à Osgore avec l'iPhone 13 mini, sachant que le 13 classique a exactement les mêmes capteurs et la même puce, donc on a les mêmes performances. D'ailleurs, ces capteurs ce sont aussi les mêmes que sur l'ultra haut de gamme de l'année d'avant, l'iPhone 12 Pro Max, un grand angle et un ultra grand angle à l'arrière et une caméra TrueDepth à l'avant pour les selfies et la reconnaissance faciale, les 3 capteurs étant à 12 mégapixels chacun. Donc là aussi, on a une cohérence entre les clichés des différents capteurs qui est assez satisfaisante. Alors c'est pas un photophone complet non plus, on n'a pas de capteur téléobjectif par exemple, mais pour tout ce qu'il propose, il le fait très bien. Le seul léger bémol qui m'est personnel, c'est la présence du port Lightning. À l'heure où même les iPhones d'aujourd'hui sont passés à l'USB-C, c'est un petit peu frustrant. On aura une vitesse de transfert de données assez faible, mais surtout, et c'est là que le bas blesse, une recharge extrêmement lente pour les standards de 2024, puisqu'il vous faudra 1 heure pour passer de 0 à 80% et 1 heure de plus pour arriver jusqu'à 100%. C'est vraiment très lent aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit en intro, si vous êtes du genre à recharger par petits bouts en cours de journée ou que vous avez l'habitude de charger votre téléphone pendant la nuit, vous n'y verrez que du feu et ça ne devrait pas vous poser de problème, surtout au vu de l'autonomie qui est excellente. Donc on a là un iPhone survitaminé qui conviendra vraiment à tout type d'utilisateur vu qu'il n'a aucun point faible majeur et qui reste toujours extrêmement intéressant par rapport à la concurrence même en 2024. Et le tout à un tarif vraiment peu cher par rapport au tarif habituel d'Apple. D'habitude ce genre de prix on va les retrouver plutôt dans les offres en reconditionné, mais ici Amazon a l'air d'avoir du stock dans tous les coloris et ce à moins de 650 € contre 909 au lancement. Donc si vous êtes à fond Apple, que vous aviez un vieil iPhone à changer ou que vous souhaitez découvrir iOS pour la première fois, c'est vraiment le meilleur choix et le meilleur moment pour vous y mettre.
Pour la médaille de bronze, on part du côté constructeur chinois avec la star habituelle du rapport qualité-prix, j'ai nommé le Xiaomi Redmi Note 13 4G. Vous pourrez le retrouver en déclinaison 4 ou 5G, mais cette dernière est généralement bien plus chère, donc on reste bien sur la version 4G dans cette sélection. Ensuite, parmi les 4G, on a plusieurs coloris et déclinaisons qui alternent entre 6 ou 8 Go de RAM et avec 128 ou 256 Go de stockage pour des tarifs allant de 199 à 249 €. Déjà, petite remarque, il faut bien se rendre compte qu'on est ici aux alentours des 200 € et on est vraiment dans la limite basse dans laquelle on peut trouver de vraiment bons smartphones. En dessous, il faudra faire vraiment de très grosses concessions et on va avoir des téléphones qui vont plutôt avoir tendance à ramer, même sur du moyen terme. Et du coup, ce Redmi Note 13 4G, il propose des prestations vraiment inattendues pour un tel tarif. Déjà, il dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, une luminosité maximale mesurée à plus de 1300 nits, ce qui le rend parfaitement lisible en plein soleil, et avec un taux de rafraîchissement fixe de 60 ou 120 Hz au choix. Et avoir cette combinaison de ces trois caractéristiques dans cette gamme de prix, c'est tout simplement exceptionnel. Pour les performances, on n'est clairement pas sur un foudre de guerre, le processeur utilisé ici fera le job pour les petits usages du quotidien et un petit peu de multitâche. Par contre, n'espérez clairement pas jouer à des jeux vidéo 3D, même peu gourmands avec ce téléphone. Vous n'aurez jamais une expérience ne serait-ce que correcte avec lui, mais bon, difficile de lui en vouloir, on peut pas tout avoir à ce niveau de prix, et c'est pour ça que je recommande chaudement de préférer une version avec 8 Go de RAM plutôt que 6 pour compenser un petit peu ce manque de punch niveau puissance brute. Même chose pour la photo, si vous vous cantonnez au module principal avec une bonne lumière, vous pourrez en tirer de jolis clichés. En revanche, dès que la lumière vient à manquer, on perd tout de suite en détail, on a beaucoup de bruit numérique qui vient s'ajouter et vous ne pourrez pas exploiter grand chose dans ces conditions. Là encore, difficile de lui reprocher à ce tarif, mais à noter quand même un capteur frontal pour les selfies pas dégueulasse, donc vous pourrez toujours faire vos photos de groupe avec ce Redmi Note 13. Enfin, sur la batterie, on a une autonomie plus que correcte, bien que les entrées de gamme de Xiaomi ne soient plus aussi endurants qu'avant, mais vous pourrez tranquillement passer une journée d'utilisation intensive loin de votre chargeur. D'ailleurs, encore une fois, le chargeur est fourni dans la boîte, c'est un chargeur 33 watts qui permet de passer de 0 à 80% en environ 45 minutes, et la charge complète en un peu plus d'une heure, donc là aussi on est largement dans les clous pour un entrée de gamme, et il fait même mieux que beaucoup de smartphones pourtant 2, 3 ou 4 fois plus chers. Le seul vrai point négatif que je pourrais lui trouver, mais c'est assez personnel, c'est l'interface de Xiaomi, la Mi UI 14, qui est très agréable d'un point de vue design, mais qui est envahie de nombreuses applications préinstallées et de publicités invasives dans la plupart des applications maison de Xiaomi. Alors certes, cela aide à tirer le prix du téléphone vers le bas, et il serait certainement bien plus cher sans cela, mais ça reste selon moi quelque chose d'important à savoir avant l'achat. Il existe des moyens de supprimer ou de désactiver pas mal de ces fonctionnalités inutiles, mais vous allez y passer pas mal de temps au départ pour trouver comment faire et pour réduire ce désagrément au minimum. Au final, ça reste un super rapport qualité-prix pour quelqu'un qui veut surtout un téléphone pas cher, mais qui dispose de tout l'essentiel et qui le fait bien. Une bonne autonomie, un superbe écran, un design qui pour ma part je trouve assez cool, avec ses jolis coloris clairs et ses deux gros modules photo à l'arrière, des connectiques encore présents comme une prise jack et un emplacement pour carte microSD pour le stockage. Bref, si vous n'avez pas plus de 250 € à mettre dans un smartphone et que vous avez des usages et des besoins simples, c'est clairement le Redmi Note 13 4G qu'il vous faut. À la seconde place, on retourne chez Google avec un téléphone beaucoup plus abordable que ce qu'on a vu précédemment, avec le Pixel 7a. Comme le 8 Pro, l'une de ses grandes qualités reste sa superbe partie photo et vidéo, certes beaucoup moins aidée par l'IA, mais avec toute la maîtrise du traitement algorithmique de Google. C'est sans aucun doute possible et de loin le meilleur photophone à moins de 500 €. Ça déclenche très vite, on a des couleurs fidèles à la réalité et même le zoom numérique est étonnamment assez exploitable tant qu'on ne part pas dans des valeurs trop extrêmes. En fait, la principale différence avec les versions Pro du Pixel, c'est justement l'absence de téléobjectif optique, ce qui fait qu'on perd un peu en polyvalence vu qu'on aura plus de difficultés à avoir de belles photos sur un sujet lointain, mais à ce tarif-là, personne n'en propose, donc c'est juste normal et on ne pourra pas lui reprocher. Un autre avantage qui le démarque de beaucoup de concurrents, mais aussi au sein de cette vidéo, c'est son format compact avec un écran de seulement 6,1 pouces. C'est assez personnel comme préférence, mais perso j'aime énormément les petits formats car je les trouve beaucoup plus pratiques dans leur prise en main et leur ergonomie au quotidien, notamment avec la possibilité de les utiliser pour la plupart des usages à une seule main. En revanche, il est un peu dodu avec son épaisseur de 9 mm environ, ce qui ne le rend pas plus léger que ses concurrents, pourtant bien plus long, mais pour ma part je trouve que ça pose pas de problème. On a aussi un très bon écran à seulement 90 Hz de taux de rafraîchissement adaptatif. C'est moins que certains concurrents, mais couplé à la fluidité du système d'exploitation et des animations de Google OS, ce n'est clairement pas un défaut. On a aussi une luminosité maximale d'environ 1100 nits, donc on a facilement ce qu'il faut pour un usage en extérieur. Et enfin, on a à l'intérieur une puce Google Tensor de deuxième génération, la même qui équipe les Pixel 7 et 7 Pro. Mais si ce processeur fait un peu tâche sur le haut de gamme, où on a parfois l'impression d'être un peu limité au vu des fonctionnalités proposées, elle convient par contre parfaitement pour les usages de ce Pixel 7a en se concentrant sur les usages essentiels.
le multitâche, le traitement des photos, la navigation et même un peu de gaming si vous êtes raisonnable sur les graphismes. Par contre, comme pour le Pixel 8 Pro, le point faible principal vient de l'autonomie, mais surtout de la recharge. Si on tiendra généralement la journée même avec un usage intensif, vous pourrez clairement pas viser plus loin sans modérer vos usages. Mais alors pour la recharge, c'est presque une honte. Le téléphone est compatible avec une charge de seulement 18 watts et le chargeur n'est même pas fourni dans la boîte. Le 0 à 80% se fait en près de 1h10 et comptez au moins 45 minutes supplémentaires pour atteindre les 100%, soit quasiment 2 heures pour faire un 0 à 100 à l'affichage. C'est tout simplement l'un des smartphones les plus lents à charger de tout le marché. Alors là encore, si vous avez l'habitude de charger la nuit ou de faire des petites recharges durant la journée, ça ira et ça vaut le coup par rapport à ses qualités en photo exceptionnelles à ce tarif-là. Et si vous recherchez avant tout un chameau ou une recharge ultra rapide, ça le fera clairement pas pour vous. Ce Pixel 7a, il est donc à son aise dans tous les domaines et il convient vraiment à tout type de personnes. Mais malgré ça, il est avant tout destiné aux personnes qui aiment vraiment prendre des photos et des vidéos. Si vous n'en faites pas ou peu, il saura vous plaire aussi, mais ce serait vraiment passer à côté de triffer la personnalité de ce smartphone et vous trouverez certainement aussi bien chez d'autres marques sans le volet photo, mais au moins avec une recharge et une autonomie beaucoup plus performante. Pour terminer avec lui, pour le tarif, on peut le trouver à moins de 400 € sur Amazon avec le chargeur de 18 watts fourni, ce qui est vraiment dans la fourchette basse de ses prix historiques, donc il mérite amplement sa deuxième place dans ce classement. Enfin, en première position, on retrouve l'un de mes préférés et certainement celui que je choisirais personnellement si je devais changer de téléphone aujourd'hui, c'est le Samsung Galaxy A54. On a là une vraie alternative au Pixel 7a présenté juste avant, qui troque un peu de ses capacités en photo et vidéo pour améliorer à peu près tous les points et pour moins cher. Comme à chaque lancement de la gamme Galaxy A50 et plus, il a été vendu à la base à un prix de 499 € que je trouve un peu trop cher. Mais au bout de quelques mois, on a souvent de belles baisses de prix, ce qui fait qu'on le retrouve aujourd'hui autour des 370 €. Et à ce prix-là, c'est carrément un super bon plan. Son atout phare est sans aucun doute son écran exceptionnel, certainement le meilleur dans cette fourchette de prix. On est là sur un écran de 6,4 pouces Super AMOLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et une luminosité maximale de près de 1300 nits, ce qui le rend là aussi complètement utilisable en plein soleil et qui lui permet d'être l'un des écrans les plus lumineux de sa gamme. Son autre point fort, c'est son autonomie. On tient largement une journée complète, voire un peu plus en usage intensif, et même 2 jours si vous êtes un peu plus sobre, avec un usage particulièrement optimisé pour la navigation GPS et les réseaux sociaux. Pour la recharge par contre, c'est un mini point faible. Le A54 accepte seulement une charge de 25 watts maximum, le chargeur n'étant pas fourni dans la boîte bien sûr. Mais au moins le 0 à 80% se fait en à peu près 50 minutes, donc on récupère assez rapidement lorsque la batterie est basse. Le 0 à 100, lui, se fait en 1h40 environ. Niveau processeur, comme le Pixel 7a, on a le même constat, l'expérience sera parfaitement fluide en toutes circonstances, même en multitâche, seuls les jeux 3D gourmands le mettront un peu à mal. Sur l'appareil photo, on a un capteur principal et un grand angle qui proposent une très bonne cohérence colorimétrique, ce qui est assez rare en dehors de chez Google, mais surtout un capteur selfie frontal de 32 mégapixels, ce qui en fait un appareil assez polyvalent pour l'usage de Monsieur Tout-le-Monde, surtout si vous êtes très branché publication sur vos réseaux sociaux. Mais le dernier gros point fort qui le démarque de la concurrence, c'est sa durabilité. Protection IP68 totale contre la poussière et quasi totale contre l'immersion dans l'eau, verre Corning Gorilla 5 pour les chocs et rayures, un indice de réparabilité de 8,4 sur 10 et surtout 5 ans de mise à jour Android assurée par Samsung, personne ne fait mieux dans les milieux de gamme pour le moment. En résumé, parmi tous les choix de ce classement, le Galaxy A54 est sans aucun doute le téléphone que je recommanderais à n'importe qui. Un écran digne des meilleurs haut de gamme, une bonne autonomie, des performances largement suffisantes que ce soit en puissance brute ou en photo vidéo, le tout avec une durabilité à toute épreuve et pour seulement 370 € environ. Alors si après cette vidéo vous avez encore un doute et que vous hésitez parmi tout ce que je vous propose, franchement je vous dirais de partir sur celui-là, c'est la valeur sûre et le meilleur rapport qualité-prix du moment. Voilà pour ce classement des smartphones les plus intéressants en ce début d'année 2024. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens en description, je les mettrai à jour le plus régulièrement possible si jamais il y a des ruptures de stock ou des nouveaux modèles qui apparaissent. Si vous avez des questions ou que vous avez des doutes sur le modèle qui est le plus adapté pour vous, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Aussi, si vous avez des idées de guides achat pour vos futurs besoins, je suis vraiment preneur de vos suggestions, là aussi, n'hésitez pas en commentaire. J'ai vraiment envie de redonner un nouvel élan sur cette chaîne en vous proposant de nouveaux comparatifs de produits au meilleur rapport qualité-prix afin de vous aider à faire les meilleurs choix possibles dans vos achats des produits du quotidien. Alors si vous ne voulez pas louper la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Merci beaucoup de votre soutien et d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yensing. Bye bye.